Les populations de la Boukoutimoun prennent connaissance du contenu du plan national de développement économique et social. Ce samedi, le chef du gouvernement leur a expliqué en détail les actions prévues dans ce nouveau référentiel de développement du Burkina Faso. Les populations, elles, promettent d'assurer leur part contributive pour la réussite de cette politique. Les autorités en charge de l'éducation et les promoteurs privés s'accordent pour plus de qualité dans l'enseignement. Cela se passe entre autres par l'assainissement du milieu de l'enseignement privé. La question a été abordée lors d'une rencontre entre les deux parties. Et puis, à l'étranger, en Libye, les forces loyales du général Khalifa Haftar ont annoncé avoir pris le contrôle des deux plus importants terminaux pétroliers du pays. Ils sont situés dans une zone contrôlée par les gardes alliés au gouvernement d'union nationale. La Libye est un pays qui cherche aujourd'hui à être unifié. Bonsoir, merci de suivre le 20h de la RTB. Tout d'abord, sachez que le président du Faso, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, se rendra à New York aux États-Unis d'Amérique du 18 au 23 septembre 2016 pour prendre part à la 71e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui se tient sous le thème « Les objectifs de développement durable, une impulsion universelle pour transformer notre monde ». À cette occasion, le président Roch Marc Christian Kaboré déclinera au cours du débat général la position du Burkina Faso sur l'ensemble des préoccupations de l'heure. Il participera à plusieurs rencontres de haut niveau, dont entre autres celles portant sur la gestion des déplacements massifs de réfugiés et de migrants et présidera celle portant sur l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Le président Roch Marc Christian Kaboré prendra également part au deuxième forum des affaires États-Unis-Amérique présidé par le président Barack Obama et à celui relatif au leadership africain, au cours duquel il lui sera décerné le prix Médaille d'honneur du leadership africain pour la paix et le développement. En marge des travaux de la 71e Assemblée générale de l'ONU, le président Roch Marc Christian Kaboré aura des entretiens avec le secrétaire général des Nations Unies et de hautes personnalités du monde, des rencontres avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Burkina Faso, ainsi qu'une causerie avec les fonctionnaires internationaux burkinabés résidant aux États-Unis. Cela dit, le gouvernement poursuit sa campagne d'explication du PNDS, le plan national de développement économique et social. Ce samedi, ce sont les populations de la Boukoutimoun qui ont eu des explications sur ce référentiel de développement du Burkina Faso. L'exercice a été assuré par le Premier ministre Paul Kabatieba. Celui-ci a invité les populations à plus de civisme fiscal pour assurer le succès du PNDS. Adama Giti et Draman Dadia. En 7 heures de temps, Paul Kabatieba dévoile le PNDS aux populations de la Boukoul du Mouhoun. Après le cours magistral, des questions pour mieux comprendre. Le Premier ministre se donne la peine d'expliquer encore le contenu, les conséquences et surtout la procédure de mise en œuvre du référentiel. Le développement doit être participatif. Il faut que les populations s'approprient ce plan-là. Que les populations sachent, avec le président Roch Marc Christian Kaboré, quelle est la voie dans laquelle nous partons, quelle est la boussole du Burkina Faso. Vous voyez comme c'est important. Quand vous avez quelqu'un à demandé tout à l'heure, quand nous payons des impôts parce que nous savons à quoi ça va être utilisé. C'est important. Le PNDS doit être financé sous 3 formes. L'apport de la table ronde de décembre prochain à Paris, celui des institutions internationales et surtout la contribution des Burkinabés à travers les ressources propres, dont des impôts. Pour ce dernier point, les échos sont favorables. Nous sommes prêts à payer les impôts, car les impôts contribuent au développement de notre pays. Mais il faut que le gouvernement nous donne des marchés, sinon sans travail, ça va être difficile de pouvoir payer les impôts. Tout ce qu'il a dit, il peut nous accompagner au niveau des matériels, au niveau de la formation. Nous aussi, on a des jeunes pour former. Si on a plus de formation, on peut accompagner ces jeunes-là aussi pour qu'eux aussi, demain, aussi, peuvent faire ce que nous on fait. Le Premier ministre compte beaucoup sur la région de la Boukoul du Mouhoun, à l'instar des autres régions, pour booster le taux de croissance économique du Burkina à 8% l'an. La problématique de l'énergie n'est pas sans impact sur l'économie burkinabé. La question a été débattue au cours d'une conférence publique ce samedi à Ouagadougou. Elle a été organisée par le ministère en charge de l'économie. Ce ministère a voulu ainsi recueillir des propositions de solutions durables pour une utilisation de l'énergie à moindre coût. Mokhtar Ouedraogo et Zalissa Sanfo.
Comment le secteur de l'énergie pourrait mieux contribuer à l'émergence du Burkina Faso dans les années à venir? Le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, à travers cette conférence publique, entend recueillir des propositions de solutions durables en matière de production, d'approvisionnement et d'utilisation de l'énergie à moindre coût. On s'est rendu compte que l'énergie pouvait être un facteur favorable à la transformation structurelle de l'économie du Burkina Faso. En revanche, si cette question n'était pas suffisamment prise en compte, cela pouvait représenter un frein important. Et comment vous allez pouvoir transformer l'économie, créer de la valeur ajoutée, promouvoir le développement industriel lorsque vous n'avez pas une capacité d'énergie, d'offre d'énergie suffisante au niveau du pays? 2 panels sont prévus à cette occasion. Le premier sur les offres d'énergie, les canaux d'approvisionnement et le système de production énergétique du Burkina Faso. Puis, les participants débattront autour des opportunités existantes dans le domaine des énergies renouvelables. Vous savez que si vous avez des entreprises qui payent l'énergie à un coût très élevé, elle ne pourra pas créer de l'emploi, elle ne pourra pas créer de la richesse. Voilà. Donc je pense que c'est entre autres raisons qui militent en faveur de l'organisation d'une telle conférence pour voir comment nous pouvons utiliser l'énergie, quel coût de l'énergie peut permettre à nos unités de production d'être plus efficaces. Cette conférence publique réunit les chercheurs, les cadres de l'administration publique et privée, les acteurs de la société civile, les ONG et les partenaires techniques et financiers. Et l'actualité économique au Burkina Faso est dominée par les préparatifs des élections consulaires à la Chambre de commerce et de l'industrie. Ces élections sont prévues le 13 novembre prochain, mais la polémique continue autour de leur organisation. Cette fois, ce sont les commerçants de Bobo-Dioulasso qui donnent de la voix pour critiquer le processus électoral. On fait le point avec Hassan Gourabou et Mireille Carole Tougouma. Des commerçants de la ville de Bobo-Dioulasso ne se sentent pas impliqués dans l'organisation des élections consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Ils le font savoir par cette conférence de presse. Le syndicat national des commerçants du Burkina section au bassin et le collectif des associations de commerçants de Bobo-Dioulasso estiment que l'organisation de ces élections consulaires est centralisée à Ouagadougou. Le code électoral dénommé statut qui détermine les nouvelles règles des élections des membres consulaires de la Chambre de commerce a été entièrement rédigé, corrigé et validé à Ouagadougou, sans concertation avec les secteurs privés bobolais. Pour pallier ces insuffisances, ces commerçants de Bobo-Dioulasso font des suggestions. Nous, acteurs économiques de la région des Hauts-Bassons, voulons maintenant et dans l'avenir être impliqués. De ce fait, nous désirons avoir une concertation publique avec le ministre du Commerce. Selon les conférenciers, ces propositions pourraient contribuer à améliorer la santé économique de la ville de Sia et contribuer au bon déroulement des élections consulaires. Ils réclament également que la catégorie petits commerçants soit pour ceux qui ont un chiffre d'affaires compris entre 1 franc CFA et 100 millions contre 1 franc CFA et 250 millions précédemment définis. Autre point de l'actualité, les députés du groupe parlementaire Bourkindim sont réunis depuis hier à Yako dans les Passourés pour leur deuxième journée parlementaire de l'année 2016. À l'ordre du jour, une seule question, celle du passage à une 5e république au Burkina Faso. Les députés qui se demandent si ce passage répondra oui ou non aux aspirations du peuple burkinabé. Élément de réponse avec Jean-Eudes Bayala et Zalissa Sanfo. Le passage à la 5e République répondra-t-il aux aspirations du peuple burkinabé? La question, les députés membres du groupe parlementaire Bourkinlim se la posent à leur deuxième journée parlementaire ici à Yako. Dans tous les cas, il faudrait que la réponse soit oui. Aujourd'hui, le débat n'est plus s'il faut aller à une constitution. On est certain qu'on ira à la révision constitutionnelle, à une autre constitution. Maintenant, il ne faudrait pas aller à une autre constitution pour y aller. Il faut qu'il y ait une rupture totale avec l'ancienne constitution. 2 jours de réflexion, de communication et de concertation avec les militants à la base pour identifier les grands axes que doivent contenir cette éventuelle constitution
pour qu'elle réponde réellement aux aspirations du peuple burkinabé. Il faut d'abord que nous regardions aujourd'hui qu'est-ce qui a amené l'insurrection des 30 et 31 octobre. C'est quoi? C'est la misère. C'est quoi? C'est le ras-de-bol. C'est quoi? C'est le fait de la monarchisation du pouvoir. Donc il faudrait relire nos textes, les toiletter, pour qu'au moins on ait des textes législatifs assez clairs. Et une fois les travaux en salle terminés, les députés vont sillonner le Passoré pour toucher du doigt les réalités de ces populations afin de mieux défendre leur cause à l'hémicycle. Le mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, veut développer le leadership chez ses militants. Le parti a donc initié une formation sur le sujet au profit d'une soixantaine de ses militants. Cette formation se tient depuis hier à Koudougou. En dehors du leadership, d'autres thèmes tels que le civisme seront développés au profit des bénéficiaires de la formation. Amadou Ilboudo et Mounira Keri. Les anciens du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, partagent leurs expériences politiques avec la jeune génération. Femmes et jeunes militants du parti sont venus de 22 provinces du Burkina pour approfondir leurs connaissances en politique. L'objectif est de faire d'eux des leaders dans le développement socio-économique du Burkina. Pour que nous ayons des militants qui vont vraiment participer de manière active et de manière consciente aux activités du parti. Donc bien sûr, les jeunes étant l'avenir du pays, le maximum de ces formés seront des jeunes. 3 jours de séminaire qui permettront à ces militants du MPP d'aborder des thèmes comme le pluralisme, la démocratie, le respect de la minorité et la non-violence. Vous savez les dégâts que fait l'incivisme au niveau du Burkina. On a voulu aussi connaître les raisons de cet incivisme, pourquoi. Donc voilà, ce sont des thèmes de ce genre, mais nous allons aussi développer des thèmes, par exemple, pour la gestion des communes. Parce que nous avons des jeunes, beaucoup de jeunes qui arrivent pour la première fois dans les conseils communaux. Il faut qu'ils sachent de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour le développement de leur localité. Après cette formation de Koudougou, cap sera mis sur Kaya et Fadangourma, toujours pour renforcer les capacités des militants du MPP sur le leadership en politique. Dans l'actualité également, la campagne de vaccination contre la péripneumonie bovine et la maladie de Newcastle a été lancée hier. Ces deux maladies ont déjà décimé plus de 6 millions d'animaux, ce qui représente environ 4 milliards de pertes pour les éleveurs. Et c'est à Yako que le ministre des Ressources animales et halieutiques a lancé la campagne de vaccination contre ces deux maladies. Le reportage de Jean-Eudes Bayala et Zalissa Sanfou. Par ce geste, le ministre des Ressources animales et halieutiques sauve ce bœuf de la péripneumonie contagieuse bovine. Il en est de même pour ce poulet qui ne contractera pas la maladie de Newcastle cette année. Des gestes que le ministre invite tous les éleveurs à suivre afin de préserver leur cheptel de ces deux pathologies virulentes. L'an passé, plus de 6 millions de têtes ont été décimées par ces deux maladies. Et ce sont environ 4 milliards de francs CFA perdus pour le monde de l'élevage. Dans le cadre de nos rites, de nos coutumes, et chaque fois que quelqu'un n'a pas un poulet pour honorer ses ancêtres, ça fait une très grande perte, en plus de pertes en somme d'argent. Ce que nous attendons, c'est effectivement une appropriation de la part de la population, de sorte à ce qu'effectivement, lors des campagnes, des sorties des vétérinaires, que ces populations sortent nombreuses avec leurs animaux afin qu'on puisse vacciner. À cette cérémonie de lancement de la campagne nationale de vaccination des bovins et de la volaille, ceux qui se soucient de la santé de leurs animaux ont été encouragés avec des vélos et des kits de vaccination. Moi, je prends mon travail au sérieux. Alors, je fais vacciner tous mes animaux. Vacciner les animaux revient à se préserver de tous les soucis et des pertes. Pour cette campagne 2016-2017, le ministère espère atteindre au moins 75% du cheptel bovin et 50% de la volaille.
La deuxième phase du programme national du secteur rural est en phase de formulation. Sur le sujet, une rencontre d'information a été organisée au profit des gouverneurs de région, des responsables locaux de l'agriculture et des acteurs municipaux. Ils ont pris connaissance de la note conceptuelle du programme national du secteur rural. Désormais, il est attendu d'eux un engagement pour la réussite de ce programme. Yacouba Gamene et Monkouna Dabiri. Le programme national du secteur rural au cœur des échanges entre acteurs régionaux. Il s'agit pour les gouverneurs des régions, des directeurs régionaux de l'agriculture et les présidents d'associations des municipalités de s'approprier le contenu de la note conceptuelle du dit programme afin d'élaborer une feuille de route pour l'horizon 2016-2020. L'économie de notre pays est portée par le secteur rural pour une très grande partie. Comme vous le savez, le PNSR 1 qui devait opérationnaliser la SCAD est donc à terme, puisque ça devrait prendre fin en 2015. Donc à partir de 2016, il faudrait que l'on démarre dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS, notre PNSR qui est donc le PNSR 2. Donc l'atelier en réalité, c'est pour poser les jalons d'élaboration de ce PNSR 2. Le programme national du secteur rural a pour objectif de réduire la pauvreté en assurant la sécurité alimentaire aux populations. Et cet atelier vise à terme l'adhésion et l'engagement de tous les participants au programme. Ce que nous attendons de ces participants est que dans un premier temps, les acteurs puissent s'approprier d'abord de la feuille de route, s'approprier également les grands référentiels pour donc une bonne élaboration de ce PNSR2. Ce cadre de réflexion regroupe une centaine de participants pour 3 jours. Un conclave qui devra aboutir à la validation des grandes lignes du programme pour les 5 années à venir. On l'a un peu évoqué au début de ce journal. Le 19 septembre, l'Organisation des Nations Unies tiendra un sommet de haut niveau sur la gestion des mouvements massifs des réfugiés et des migrants. L'information a été portée à la connaissance hier, à la connaissance de la presse par le Centre d'information des Nations Unies et ses partenaires. Le but de la conférence de presse était aussi d'inviter les journalistes à être des relais pour sensibiliser les populations sur la situation des réfugiés et des migrants. Mokhtar Ouedraogo, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. 2016 est l'année la plus meurtrière pour les migrants qui traversent la Méditerranée pour rejoindre l'Europe pour une vie meilleure. Environ 11 personnes périssent chaque jour selon le Haut Commissariat des réfugiés. Plus de 65 millions de personnes, soit une personne sur 113, sont déracinées par les conflits et la persécution à travers le monde. Au Burkina Faso, le Haut Commissariat des réfugiés dénombre plus de 32 000 migrants, en majorité des Maliens, installés dans le nord du pays. Les États ont eu une prise de conscience et se sont mis à réfléchir à comment faire pour aider dans ce système-là. Alors, il y a une solidarité internationale qui s'est mise en branle et aujourd'hui, les États veulent s'engager pour pouvoir donner plus de droits aux personnes qui sont victimes de ces mouvements. Ce sommet de haut niveau, premier du genre, va regrouper 193 États membres de l'ONU. Plus d'une centaine d'États ont déjà confirmé leur participation. Le Burkina Faso y prendra part. L'intérêt pour le Burkina Faso de participer à ce sommet, c'est qu'il peut, à l'instar des autres pays membres des Nations Unies, participer activement aux prises de décision sur les questions qui seront abordées, ça c'est un. Et de deux, il va aussi plaider pour le partage des responsabilités dans la gestion des réfugiés. Cette rencontre des chefs d'État coïncide avec l'entrée de l'Organisation internationale pour les migrations dans le système des Nations Unies. Ce sommet va sans doute permettre aux États de définir les modalités qui vont permettre de protéger les droits des réfugiés et des migrants. Et la protection des enfants en situation d'urgence est également une préoccupation. Les membres du groupe de travail pour la protection de l'enfant ont tenu une rencontre à Ouagadougou sur le sujet. Ils ont échangé sur de nouvelles stratégies pour plus d'efficacité en matière de protection des tout-petits dans les situations d'urgence. Et ceux qui ont pris part à la rencontre disent être mieux outillés pour mener à bien leur mission. Nongba Kouda et Monkouna Dabiri. Les acteurs de la protection de l'enfant veulent accentuer davantage leur action en faveur de l'enfant. Ici en conclave, les membres de ce groupe de travail s'approprient les nouveaux outils pour rendre plus efficace leur intervention sur le terrain. Nous nous sommes retrouvés pour échanger
et renforcer nos capacités en matière de protection des enfants en situation d'urgence. Il s'agit de voir en situation d'urgence où les droits les plus élémentaires des enfants sont bafoués en un temps record et vraiment avec une ampleur atroce. Qu'est-ce que nous, les acteurs de la protection de l'enfant, nous pouvons faire et quels sont les moyens que nous pouvons mobiliser pour pouvoir répondre rapidement à cette situation d'urgence. La ministre de tutelle salue cette initiative qui dénote selon elle de la volonté des acteurs à œuvrer activement pour le respect des droits des enfants. Le groupe de travail ici réuni aujourd'hui a mis un point d'honneur sur la protection de l'enfant en situation d'urgence. Parce qu'il y a certaines catastrophes qui sont récurrentes, par exemple les inondations. Et au cours de ces crises, les enfants qui n'ont pas souhaité ou qui n'ont pas cherché à être dans ces situations sont malheureusement ceux-là qui payent le plus lourd tribut. D'où l'intérêt et l'importance de se focaliser sur comment mieux prendre en charge les enfants en situation de crise. Outillés, ces défenseurs des droits de l'enfant pourront désormais œuvrer à la construction d'un monde sans violence faite aux enfants. Voilà des enfants qui peuvent également se retrouver dans des situations difficiles du fait de l'anarchie qui règne dans le domaine de l'enseignement. L'assainissement du milieu de l'enseignement privé et bien d'autres questions ont été abordées hier par le ministre en charge de l'Éducation nationale et les fondateurs des écoles privées de formation des enseignants du primaire. Promesse a été faite de trouver des solutions pour assainir le milieu et garantir la qualité de l'enseignement au Burkina Faso. Oscar Soulama et Yolande Lompo. Des échanges à bâtons rompus entre la coordination des fondateurs des écoles privées de formation des enseignants du primaire du Burkina et leur ministère de tutelle. À l'ordre du jour, le mode de recrutement des élèves maîtres, la décentralisation du test d'intégration, l'affectation des stagiaires dans les écoles dites d'application et la prise en charge des maîtres conseillers des écoles d'application. À ce jour, l'on dénombre environ 138 écoles privées de formation des enseignants du primaire, un nombre jugé pléthorique selon ses promoteurs. Il y a des cahiers de charges qui existent. Celui qui remplit les cahiers de charges, à qui on a donné une autorisation d'ouverture, il ouvre. Celui qui n'a pas une autorisation d'ouverture et qui a ouvert sans l'autorisation, on lui demande de fermer. La majeure partie des réponses auxquelles il a donné des solutions sont acceptables. Et c'est peut-être 1 ou 2 points comme ça sur lesquels on va repartir avec le ministère pour discuter. Ensemble, ils travailleront à l'élaboration d'un test relatif aux frais de scolarité. À quelques jours de la rentrée des classes, le ministère en charge de l'éducation exige que ces écoles privées recrutent désormais des maîtres qui ont le CAP. Il y a des situations où il faut réfléchir sur le problème qui a été posé et j'ai demandé à mes services de conduire la réflexion avec eux. À toutes ces préoccupations soulevées, Jean-Martin Koulibaly et son équipe entendent trouver des solutions dans le long terme. En actualité culturelle, le Festigri, le festival des grillades, se tiendra du 22 au 27 novembre prochain dans la capitale burkinabé. Les organisateurs en ont fait l'annonce au cours d'un point de presse hier. Selon eux, cet événement qui sera à sa 7e édition gagne de plus en plus en maturité et cette année encore, beaucoup d'activités sont au programme de cette manifestation. Des précisions avec Rocher Kam et Kadi Sanogo. L'élevage constitue la deuxième mamelle de l'économie burkinabé après le coton. Au vu des potentialités que regorge le secteur de la volaille et dans le but de promouvoir le secteur de la grillade, le festival des grillades de Ouagadougou Festigri a vu le jour. Le thème retenu pour cette 7e édition est « Festigri, miroir d'une prise de conscience professionnelle des acteurs de la grillade ». L'engouement suscité par Festigri nous interpelle tous à accompagner ces artisans du barbecue à une prise de conscience professionnelle. Une prise de conscience professionnelle dans le but de mettre le consommateur que nous sommes à l'abri des produits douteux, à des provenances douteuses. Former ces acteurs, susciter un sentiment de fierté pour la grillade burkinabé. Fédérer tous ces acteurs sans condition du secteur de la grillade. Plusieurs innovations sont prévues pour cette édition.
Nous sommes en train de créer les vagues. Ce sont des volontaires d'appui et d'assistance aux grueurs. C'est pour essayer d'appuyer un peu les grueurs, de les assister, de les aider afin qu'ils puissent vraiment répondre à nos attentes. Voilà. Et sur le site, cette année, nous aurons de grands fermiers qui nous ont contactés pour venir vraiment vendre les produits Made in Burkina. Le budget de l'édition 2016 s'élève à 42 millions de francs CFA et c'est au total 150 grueurs qui sont attendus. Le 28 juillet dernier était lancée l'opération de renaissance du studio à Bazon. Cette opération avait été lancée à la suite d'un incendie dont ce studio a été victime. À ce jour, l'opération a permis de récolter 10 millions de francs CFA, mais les dégâts subis par le studio de Smoke sont estimés à 59 millions de francs CFA. Plus de précisions avec Monkouna Dabiri. Une mobilisation autour de la renaissance du studio à Bazon. Des citoyens burkinabés ainsi que des sympathisants de l'artiste Moké ont apporté à ce jour une contribution de plus de 5 millions de francs CFA pour la réfection du studio à Bazon. L'objectif fixé n'est pas encore atteint et on souhaiterait relancer la campagne pour tenter d'atteindre l'objectif. Sachez déjà que pour le moment, avec ce système qu'on a lancé, 5 45 828. Or, on s'était fixé comme objectif dans les 3 mois, de récolter au moins les 20 millions nécessaires pour démarrer. Une surprise de dernière minute à cette conférence de presse. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme arrive avec à main un chèque de 5 millions de francs CFA. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme ne saurait rester indifférent face à un tel sinistre. Et c'est dans ce sens que nous avons tenu à saluer et encourager cette opération de renaissance du studio à Bazon en apportant notre modeste contribution pour la renaissance effective de cette structure. Un montant qui porte 10 millions, la contribution pour la construction de l'infrastructure. Un montant qui reste tout de même insuffisant au regard des dégâts de l'incendie, estimé à 59 millions de francs CFA. Actualité à l'étranger, les forces loyales du général Khalifa Haftar dans l'est de la Libye ont annoncé avoir pris le contrôle des 2 plus importants terminaux pétroliers du pays. Ils sont situés dans la zone contrôlée par des gardes alliés au gouvernement d'union nationale. La Libye est un pays qui cherche aujourd'hui à être unifié. Que se passe-t-il réellement en Libye? 4 jours après la prise des terminaux du croissant pétrolier par les forces du général Haftar, les exportations de pétrole brut seraient sur le point de reprendre, et ça tombe bien puisque la Libye en a grand besoin. Le calme est en effet revenu dans cette zone cruciale. Les forces du général Khalifa Haftar, ayant chassé une milice proche du gouvernement officiel, vont continuer à assurer la sécurité des sites et ont annoncé la remise de la gestion des terminaux à la Compagnie nationale du pétrole. Cette dernière a déclaré rester loyale au gouvernement de Tripoli, tout en ajoutant qu'elle appliquerait les directives données par le Parlement de Tobrouk. Une situation un peu dure à suivre où l'on comprend que le général Haftar cherche à être magnanime. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi il y a 5 ans. Et depuis 2014, on peut dire pour faire simple que le pays est divisé entre l'Est et l'Ouest. Dans l'Est, le bastion du général Haftar et le siège du Parlement légitime. Et dans l'Ouest, à Tripoli, le gouvernement d'unité nationale de Fayez al-Serraj depuis mars 2016, seul gouvernement reconnu par l'ONU. La magnanimité du général Haftar avec les terminaux pétroliers et sa visite mercredi au Tchad laissent penser qu'il veut séduire et l'ONU et l'Union africaine pour réintégrer le jeu politique. Sa mainmise sur le croissant pétrolier peut être un moyen de pression pour que l'ONU et le gouvernement de Tripoli amendent l'accord signé fin 2015 qui consacrait sa mise à l'écart. Sa popularité ne cesse de grandir et dépasserait l'est du pays, l'appui des tribus, alors que le gouvernement d'unité de Fayez al-Serraj est de plus en plus contesté, même en son sein. Que va faire l'ONU maintenant? Elle reste très préoccupée par les risques d'une guerre civile frontale entre ces deux camps et souhaite éviter toute escalade de violence. D'autant qu'environ 235 000 migrants sont prêts à partir pour l'Europe, selon l'émissaire de l'ONU en Libye. Pour contrer cette migration, la clé reste l'unification du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée de samedi sur la RTV.